Bonjour à tous et bienvenue dans ce 48e numéro d'Éteindre la lumière. Une émission un peu spéciale cette semaine puisqu'elle marque notre retour après une semaine d'absence. Et rien que pour ça, je pense que ça en fait une émission spéciale. Comme chaque semaine, je ne suis pas seul pour présenter cette émission, je suis bel et bien accompagné de Joël. Bonjour Joël. Salut. Voilà. On n'a jamais fait aussi pro et carré comme lancement. C'est pour ça que je me dis, je vais un peu freiner l'émission, voilà, en vous racontant notre vie. Puisque s'il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière, c'est que nous sommes allés voir The Room au Grand Rex, en présence notamment des fameux Tommy Wiseau et Greg Sestero. What a story, Mark. Une expérience à vivre, et nous sommes heureux de l'avoir vécu. Je sais pas toi, qu'en as-tu pensé ? C'était magique. Ouais. Je pense que c'est la seule fois de ma vie que je pourrais regarder The Room parce que les prochaines visions seront pas terribles. Bah, disons qu'en fait, là, c'était hyper rare qu'on puisse entendre ne serait-ce qu'une réplique, tellement ça gueulait dans la salle, tout ça. Je comparerais ça plus à presque à un concert de rock qu'à une séance de ciné. Il manquait plus qu'on fasse des pogos dans la salle et c'était bon, quoi. Non, c'était vraiment une super expérience. Et donc c'est un peu pour ça qu'il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière. On va pas se mentir, c'était aussi un peu une excuse, hein, parce qu'on n'avait pas forcément envie de travailler juste avant de partir à Paris, en tant que provinciaux. Mais voilà, nous revoilà en un seul morceau, malgré la conduite des Parisiens, qu'on salue si vous nous écoutez depuis Paris. On vous aime pas trop, mais ça va quand même. Une émission un petit peu classique, j'ai envie de dire, cette semaine, puisque, bah voilà, on va revenir un peu à notre formule plus traditionnelle, et donc on va commencer par les sempiternelles news, où on a dû aller bien fouiller sur Internet pour vous trouver des trucs à dire, parce qu'il y a quand même pas grand-chose à se mettre sous la dent en ce moment. Jingle, Joël. Les news. Merci. Alors, la première nouvelle, c'est un truc complètement inintéressant. Je sais pourquoi j'ai envie de parler de ça, mais en vrai, on s'en fout tellement royalement. J'ai envie de dire, c'est le premier film d'une saga très particulière qui a d'abord commencé par une bande-annonce sympathique, puis par un court voire moyen métrage plutôt merdique, et qui désormais se lance vers le cinéma pour donc ce troisième volet, mais qui est en même temps que le premier film. Apparemment, c'est le premier film, mais ils vont tout retourner, donc il y aura aucune image de la bande-annonce et du court-métrage. D'accord, donc ça va reprendre la même histoire. Je crois bien, ouais. Et donc, on veut bel et bien vous parler de Kung Fury. Qu'est-ce que c'est Kung Fury ? C'était à la base une bande-annonce un peu débile sur un mec qui fait du karaté, qui se retrouve à affronter des dinosaures, des nazis, des dinosaures, Hitler. des je sais plus quoi. Enfin, c'était un sacré bordel. Ouais. Derrière, suite au succès de la bande-annonce, il y a une campagne Kickstarter, je crois, qui a servi à financer un court-métrage qui était beaucoup trop long. Et beaucoup trop... Une fois que t'as compris le délire, en fait, c'est très chiant. C'est ça, c'est exactement ça. C'est que un truc qui marche dans une bande-annonce marche pas forcément sur un film. Déjà sur un moyen métrage, mais alors là, ils veulent se lancer dans le long métrage. Et cette semaine a été annoncé deux guests dans leur long métrage. Un qui est pas si surprenant que ça, c'est Arnold Schwarzenegger. Pas si surprenant, pas uniquement dans le sens où il fait un petit peu des productions bof très régulièrement. Non, dans le sens où, Kung Fury, c'était aussi un hommage au cinéma des années 80. Un drôle d'hommage, puisque, il faudra monter les films des années 80 qui sont censés ressembler à Kung Fury, mais bon. Voilà. Donc, ça me semble un peu logique qu'on fasse appel à cette action star des années 70-80, quoi. Qui était Arnold Schwarzenegger. Plus 80-90 quand même. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit 70-80, des fois... Il y a beaucoup d'approximatisme. Oh, voilà. Exactement. Me faites pas chier. L'autre annonce au casting, c'est quelqu'un qui nous a quittés il y a quelques temps maintenant. Ça fait 3 ans qu'il nous a quittés. C'était un ancien comédien talentueux qu'on retrouvait dans différents projets. Qui aurait pu avoir un Oscar pour plusieurs films. Ouais, mais carrément, qu'on retrouvait... vraiment autant dans du blockbuster pas trop dégueu et de la production indépendante fort intéressante, et qui depuis quelque temps se laisse un petit peu aller
et fait essentiellement que de la merde, c'est Michael Fassbender. Je pense que Michael Fassbender, c'est vraiment la plus grande déchéance d'un acteur des années 2010. Et aussi rapidement, aussi, enfin... Ouais, oui. Parce que le mec est passé quand même en 3 ans de je suis au sommet, tout le monde m'aime, je fais des super films et tout. Ah, ben, je vais jouer dans Kung Fury, le film. Je crois que c'est l'année X-Men Apocalypse et Assassin's Creed qui a dû le tuer mentalement. Bah, surtout qu'Assassin's Creed, enfin, il a tellement saoulé son monde en disant c'est son projet, c'est tellement battu pour le faire. Et quand on voit le résultat, on se dit ah ouais, d'accord. Ouais, t'avais ça en tête depuis le début. C'était vraiment ça que tu... Ouais, d'accord, ok. Je pense qu'il s'est un peu grillé, en fait, avec ce projet. C'est triste, parce que c'était pas une merde, quoi, Michael Fassbender. Donc voilà, Kung Fury, avec Fassbender et Schwarzenegger. Je te l'ai dit en off, moi je pense que ça va sentir le Iron Sky bis, quoi. Ça m'étonnera pas si ça sort sur Netflix directement. Beaucoup trop long, cheap et pas très intéressant. Enfin, c'est une blague étendue sur 1h30, c'est mais tu interminable. comprends pas, c'est un hommage aux années 80, c'est drôle. Mais ce qui est bien avec Iron Sky, c'est que le 2e est déjà tourné, ils sont en train de prévoir le 3e, puisque... ça méritait bien évidemment de faire 3 films, quoi. Ouais. Et pendant ce temps, on n'a toujours pas d'Hellboy 3. Enfin, on n'aura jamais de Hellboy 3, en fait. On n'aura jamais d'Hellboy 3. Sauf si Cloverfield 4 est Hellboy 3, mais c'est une autre histoire. Ouais. Autre projet dont on se fout royalement, qui étonnamment est aussi lié à une certaine forme de la culture internet, je dirais. C'est l'adaptation d'un jeu vidéo. Enfin, si, il faut le considérer comme ça, mais c'est pas forcément très intéressant en termes de gameplay. C'est l'adaptation au cinéma de cette saga qui est Five Nights at Freddy's. Pour ceux qui ne connaissent pas Five Nights at Freddy's, c'était un jeu dans lequel on incarnait l'agent de sécurité. Un nouvel agent de sécurité au sein d'une pizzeria. Dans lequel les animatronics qui sont là pour divertir les clients prennent vie le soir. Comment ? Chuck and Cheese, je crois que ça s'appelle. Ouais, on n'a pas ça chez nous. Donc, non, mais c'est une chaîne de restaurants américains avec des animatroniques comme ça, tout ça. Pour divertir les gens. Sauf que là, ils prennent vie et ils tuent essentiellement les agents de sécurité. Mais également des enfants, de temps en temps, un petit peu pour se nourrir. C'est une saga qui, si je me trompe pas, a désormais 5 ou 6 jeux. Ouais, facile, sans compter les jeux spin-off et les livres. C'est un gros bordel. On en parlait une fois sur Twitter, puisque tu avais fait un tweet là-dessus. Moi, je trouve que le background de la saga est pas inintéressant, sauf que c'est l'histoire la moins bien racontée de l'histoire du monde du jeu vidéo. Tu vois. Ouais. C'est incompréhensible la façon dont c'est raconté dans les jeux. Je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui jouent au jeu sans savoir qu'il y a vraiment une sorte de fil rouge et tout, tellement ça ne fait aucun putain de sens. Mais il y a que les streamers et les youtubeurs qui jouent vraiment au jeu au final. Oui, clairement. Ah, mais clairement, ça fait partie de cette nouvelle catégorie de jeux que j'ai envie de dire de streamers et de youtubeurs, quoi. C'est des jeux où tu joueras jamais vraiment chez toi. Enfin, t'as aucune envie. Tu dis pas, tiens, je vais me lancer un petit Five Nights at Freddy's. Personne, jamais, en fait. Donc, ouais. Ça fait partie de cette catégorie-là. Donc, ce sera bien évidemment un film d'horreur. Et la particularité, c'est qu'il sera réalisé par quelqu'un qui n'a pas réalisé depuis quand ? Depuis... Il a pas fait un film avec... Percy Jackson, non, c'était pas son dernier. Ah si, ouais, il y avait Percy Jackson. Donc c'est Chris Columbus. Chris Columbus qu'on connaît notamment depuis les années 90 pour... Ouais, dans les années 80, c'était un scénariste assez réputé vu qu'il a écrit les Gremlins et Maman j'ai raté l'avion. Non, il a réalisé Maman j'ai raté l'avion, mais dans les années 80, il a fait les Gremlins, il a fait les Goonies aussi. Ah, et Le Secret de la Grande Pyramide et aussi, Le Secret de la Grande Pyramide, Chris Columbus, ouais. Donc c'était c'était quelqu'un d'intéressant au début de carrière, en fait. et ensuite, il est passé à la réalisation. Et plus il a vieilli, plus c'était compliqué. Pixel, c'était ça, Pixel, son dernier film. Ah putain, c'est vrai que son dernier film, c'est Pixel. Bah voilà, ça résume la déchéance de ce mec-là qui a un peu commencé avec Gremlins et qui a fini avec Pixel. Ouais. Un peu compliqué en effet. Et donc il va se retrouver à réaliser Five Nights at Freddy's. On sait que Chris Columbus est vachement lié
avec cette idée de personnage assez jeune, entre l'enfance et l'adolescence, souvent. Sachant que les Five Nights at Freddy's, il y a tout un... Dans le background, il y a toute une relation liée avec les enfants et tout. Est-ce que ça veut dire qu'on aura un film d'horreur à hauteur d'enfant ? Ce qui serait logique suite au succès de ça, tu vois, d'essayer de continuer sur cette lancée, tu vois. Donc ils vont faire la préquelle au jeu, quoi. Bah non, parce que non, enfin c'est compliqué. Enfin moi-même je comprends rien à toute cette histoire, mais il y a des trucs intéressants. J'ai suivi la saga Five Nights at Freddy's avec les vidéos de MatPat là sur ses théories. Ouais, les game theory. Ouais, et c'est trop compliqué, c'est trop compliqué, c'est vraiment trop compliqué. C'est n'importe quoi, Mais je sais pas, je vois bien un film d'horreur à hauteur d'enfant. Ouais. Surtout avec le succès de ça. Je dois faire erreur. Je me demandais à un moment s'il était pas producteur de Stranger Things ou... Non, tu confonds avec Sean Levy. Ouais, mais non, ouais, je savais, pour Sean Levy, je savais, mais je me demandais s'il était pas un peu de loin aussi lié à Stranger Things. Non. Mais, tu vois, pareil, je le vois bien rebondir. Franchement, je le vois bien rebondir sur cette idée de gamin mêlé à des trucs fantastiques, tu vois. Ouais. Donc, on aura un Five Nights at Freddy's, ouais. Aucune idée de ce que ça va donner. Moi, je suis un minimum curieux, mais... J'ai hâte. Mais genre, je suis curieux à 3%, quoi. C'est pas ouf comme curiosité. Tiens, en parlant d'adaptation de jeux vidéo dont on se fout complètement, il y a Call of Duty aussi qui est prévu. En effet. Et ils avaient sorti un nom, je crois que c'est le réalisateur de Desierto, donc le deuxième... Non, pas Desierto, Soldado, le deuxième Sicario. Ouais, qui n'est toujours pas sorti, d'ailleurs. Voilà. Et ils sont déjà en train de prévoir ce réalisateur pour un potentiel film Call of Duty. Et pas qu'un potentiel film, un univers cinématographique Call of Duty. Ah, évidemment. Ah non, c'est important, c'est essentiel. Non, mais sincèrement, quel est l'intérêt Enfin, je sais pas, les Call of Duty, ça n'a jamais été intéressant pour leur histoire. Les rares moments c'était intéressant par l'histoire, c'est parce que ça parlait d'histoire avec un grand H. C'est une guerre, quoi. Ça va être juste un film de guerre. C'est comme dire que la Deuxième Guerre mondiale fait partie du même univers cinématographique que la première. Non, parce qu'après, ils feront des spin-offs avec des zombies, je pense. Ah, ok, d'accord. Je suis convaincu. Sincèrement, tu les vois pas faire un spin-off sur les zombies. Je pensais que t'allais dire qu'il y aurait des spin-offs de la Deuxième Guerre mondiale avec la guerre froide ou un truc comme ça. Non, tu sais ce que ça va être leur univers étendu, c'est que genre dans la Seconde Guerre mondiale, ce sera le fils d'un des personnages du premier, tu vois. Ah, c'est génial. Ça va juste être ça. Et on fera super. Il y aura réellement Kevin Spacey ? Je sais pas. Est-ce qu'il faudra appuyer sur F pour donner nos respects ? Oh, alors là tu fais référence internet. Scandale. Autre projet encore inutile, j'ai un peu l'impression que c'est la thématique du jour, les projets inutiles. C'est une préquelle, la préquelle d'un film qu'on a déjà tous vu ou dont on a lu le roman originel. Mais, ouais. Ce sera une préquelle. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent que ce sera une préquelle à Willy Wonka. Et donc le film original. Bah c'est ça en fait qui me perturbe parce que il y a des articles où ils disent vraiment préquelle à Willy Wonka. Donc pas préquelle de Charlie à la chocolaterie. Sachant que le film de Burton s'appelle Charlie à la chocolaterie et le film des années 70 s'appelle Willy Wonka and the Chocolate Factory. Donc, est-ce que ce serait une préquelle dans le style visuel du Willy Wonka original ? Je pense bien, vu que c'est celui-là qui est le plus connu des deux. Le plus connu, tu penses que c'est l'original ? Bah, je pense que c'est celui-là qui a quand même plus de... Qui a plus marqué les gens. Qui a plus marqué les gens, mais après, je me dis que celui de Tim Burton a marqué tous ceux qui ont grandi qui sont nés dans les années 90 et qui ont grandi dans les années 2000, quoi. Moi, j'avais 12 ans quand c'est sorti, donc ouais, enfin, j'ai plus de souvenirs de celui de Burton, mais je pense que c'est vraiment une question de génération, en fait. Ouais, non, mais tout à fait. Donc ouais, j'ai l'impression, enfin, mais après, une nouvelle fois, hein, c'est toujours le souci, parce que nous, on vous parle de news qui ont été déjà pré-mâchées par des sites de news, tu vois. On reçoit pas des dépêches, donc on sait pas s'il y a une erreur dans l'information qui est retransmise. Parce que je l'ai pas lu partout que c'était une préquelle à Willy Wonka. Mais à certains endroits, c'est dit que c'est une préquelle à Willy Wonka. Donc, on verra bien. Elle sera... Ouais, donc c'est juste... Alors... Donc selon la Warner, c'est pas un origin story, c'est juste les premières aventures de Willy Wonka avant les livres et les films. Mm-hmm. Sauf que, mais le problème, c'est que c'est ce qu'on dit en off, c'est que
le film de Tim Burton montrait déjà ce qui s'est passé dans la jeunesse et dans les premières aventures de Willy Wonka, donc je pense que le film de Burton est complètement ignoré du coup. Ouais, d'où peut-être cette idée que ce soit un préquel du vieux. Ouais. Ce sera potentiellement, enfin normalement, ce sera réalisé par Paul King, qui est le réalisateur des 2 films Paddington. Ouais. Qui ont un vrai univers graphique. Enfin, j'ai vu que le premier. Et déjà dans le premier, je trouvais qu'il y avait un joli petit univers graphique. C'était chaleureux. Et donc je peux comprendre le choix du réalisateur, mais quoi bon faire une préquelle sur Willy Wonka. C'est On va le voir voyager autour du monde, aller s'acheter des fèves de cacao. Ça va être le film Jacques Vabre. Tu vois, il est bon mon chocolat. Gringo. Ouais. Non. Ouais. Projet inutile. On va conclure ces news par un teaser qui est sorti il y a quelques temps maintenant, mais puisqu'on n'avait pas fait d'émission, on ne pouvait pas vous en parler. C'est celui, bien évidemment, du film qu'attend le plus Joël de toute sa vie. Celui des Indestructibles 2. Ouais. Pourquoi? T'allais dire quoi, toi? Je sais pas, j'ai eu peur qu'elle me dise une connerie, c'est pour ça. Ah non, j'ai dit, cette semaine, c'est une émission un peu plus classique, posée, pépère. Ouais. Alors, qu'en penses-tu, toi, de ce teaser des Indestructibles 2, puisque c'est ton bébé, c'est ton fils, c'est ta bataille, c'est tout ce que tu veux. Fallait pas qu'elle s'en aille. J'ai l'impression que ça va être un remake de Monsieur Papa, avec Michael Keaton. Et ça me fait peur. J'ai pas envie qu'on ait les clichés du « Hey, c'est un mec, il reste chez lui pour élever ses enfants pendant que sa femme travaille. » Il y a un truc un peu inquiétant là-dessus, en effet, je suis d'accord. Après, je m'amène à me poser des questions, parce que dans ce teaser, on voit que c'est la femme de Monsieur Indestructible qui est un peu devenue l'héroïne de la famille. Et qui, ouais, j'ai oublié complètement les noms. et qui part à l'action, et lui, il se retrouve tout seul à la maison. Sauf qu'il y a un élément qui me perturbe beaucoup, c'est le look de Monsieur Indestructible, qui passe de père de famille normale à limite clochard par moment. Ah, il est misérable, hein. Plus la bande-annonce avance, tu te rends compte qu'il est misérable à élever ses enfants. Et non, moi j'ai lu des trucs genre est-ce qu'il y a pas moyen qu'il y ait soit une histoire de divorce, soit pour un peu retourner le truc, c'est une potentielle fausse mort de Elastigirl, qui est un truc sur la dépression de Monsieur Indestructible convaincu que sa femme est morte. Ah. Parce que je veux bien qu'il galère à élever ses enfants. Il y avait un peu ça dans le premier, où on sentait que les deux galéraient un peu à élever des enfants avec des super pouvoirs. Mais là, il y a vraiment ce côté, il se rase plus, t'as l'impression qu'il se lave plus. Et ça m'a un peu perturbé. J'ai vraiment lu quelques tweets là-dessus, tout ça, et je fais, ouais, je vois ce que les gens veulent dire, c'est... Ah donc, là, c'est la dose de tristesse de la part de Pixar. Ouais, parce qu'il faut toujours qu'il y ait une couche de tristesse, et il pourrait y avoir ce truc de potentiellement mort, tu vois, c'est-à-dire je pense pas qu'ils vont tuer le personnage, mais je pense qu'ils vont nous laisser croire qu'elle est morte alors qu'elle est partie à l'action, quoi. On verra bien, mais c'est vrai que quand je vois le look de Monsieur Indestructible dans la bande-annonce, ça m'a perturbé. Après, ouais, pour le coup, la bande-annonce est essentiellement centrée sur cette idée de « Ah là là, un papa, ça sait pas élever ses enfants ». Ouais. À voir comment ça va être retourné, à voir comment ça va être fait. Après, ce n'est qu'un teaser. Ouais, et Pixar vaut mieux que ça quand même. Et surtout, le compte Disney appelle même pas ça un teaser. Pour eux, c'est un sneak peek, quoi. Ah oui, c'est le sneak peek pour les Olympiques. Je crois que c'est passé dans les pubs. Donc pour moi, c'est presque même, ils ont mis qu'un seul aspect du film. Parce que, si je me trompe pas, il y avait des nouveaux personnages qui avaient été teasés. Qu'on ne voit absolument pas dans ce teaser, par exemple. Mm-hmm. Donc, je pense que, ouais, c'est vraiment... Ils ont juste ciblé sur cet aspect-là. C'était juste... J'ai espoir que ce soit pas le cœur de l'histoire du film, quoi. Vraiment. Parce que, de toute façon, je sais pas. Je trouverais ça un peu faible de la part de Pixar. Parce que je suis sûr qu'en plus de ça, il va y avoir une conspiration. Oui. Parce que le Bob Odenkirk, il m'a l'air louche. Ouais. Et on sait quand un personnage a l'air louche dans un Pixar, c'est toujours un personnage louche à la fin. Le mec qui veut faire revenir les super-héros, c'est pas une bonne... Ouais, il y a quelque chose de louche là-dessous. Ouais. Ouais, sinon... Ouais, j'attends quand même. Ça fait quand même 15 ans que je l'attends ce film. Tu n'en peux plus. Ouais, j'espère juste que je vais pas être déçu parce que je vais être triste. Je vais avoir la tête de Monsieur Indestructible à l'après.
Est-ce que dans la bande-annonce, on voit le personnage doublé par Isabella Rossellini? Je crois pas, hein. Non, je crois vraiment qu'ils nous ont montré que un des nouveaux persos, qui est le perso doublé par Bob Odenkirk. Ouais, je crois bien, ouais. Parce qu'après, sinon, on revoit Edna Mode, on revoit Frozone, et la famille des Indestructibles, quoi, c'est tout. Ouais. Voilà. Donc, pour le moment, c'est un petit teaser qui ni plus ni moins, je dirais. Enfin, ça a l'air ni mauvais ni génial pour le moment, quoi. Ça a l'air d'exister, en tout cas. Je trouve que c'est déjà une belle preuve, parce qu'après des années à nous dire non, on sait pas si on va faire un Indestructible 2, le fait d'avoir eu ce teaser te fait faire ah, c'est bon, on va la voir. On sera peut-être déçus, mais on va la voir. Voilà, c'est la fin de cette partie de news. Et je pense 20 minutes de news, c'est notre plus court. Non, mais je te l'ai dit, cette semaine, on fait un épisode un peu classique, un peu... on est bien, on est détendu, on va parler un peu de films, puisque cette semaine, nous avons tous les deux vu 2 films, même s'ils sont différents. Enfin, on en a un en commun et un différent à chaque fois. Donc ouais, non, c'est un petit épisode classique et justement, je pense qu'il est temps qu'on passe à la rubrique critique un petit peu de cette émission, puisque nous avons vu des films et c'est suffisamment rare pour que ce soit célébré. Je vais te laisser commencer. Ouais, parce que ça va être rapide, parce que ça fait déjà 2 semaines que je l'ai vu, ce film. C'est pas bien. Je commence prendre des notes. Ouais, mais... Moi, quand j'oublie pas, j'essaye de prendre des notes à la sortie des films pour vraiment me dire non, comme ça, ça va être un minimum organisé, je vais savoir de quoi je parle. Et souvent, j'oublie de lire les notes pendant l'émission, mais c'est pas grave. Ah bah, ça sert. Oui, zut. Donc j'ai vu Crowman, du coup, le dernier film des studios Hardman, donc à qui on doit déjà les Wallace et Gromit et les Chicken Run et le grand chef-d'œuvre qui est Story City. Qui est leur seul Story City, je pense que c'est leur seul film en animation 3D, je pense. Oui, ouais. Et depuis ils sont revenus sur leur décision en disant non, plus jamais. On va refaire de la pâte à modeler, parce que les gens ils appellent ça de la pâte à modeler alors que c'est pas de la pâte à modeler, c'est vraiment des cons. C'est du Play-Doh. Oh, tout le monde le sait. Ouais, c'est Play-Doh. Du coup, de quoi ça parle Crowman? En fait, c'est les hommes de Néandertal qui se font virer de leur terrain par les hommes de Cro-Magnon. Ou plutôt les hommes de Cro-Magnon qui se font virer par les Homo sapiens, je ne sais plus. Oui, bref, on a compris l'idée en tout cas. Voilà, donc... les Homo sapiens arrivent, ils les dégagent de leur terre pour pouvoir creuser et récupérer les minéraux de leur caverne. Et du coup, le personnage principal qui est joué par Newt Scamander, des Animaux Fantastiques, Eddie Redmayne, voilà. Ouais. Qui est doublé par ce mec, va affronter ces colonialistes pour récupérer ces terres. Sauf que, ce que je ne savais pas, c'est que ce film parle de foot, en fait, et donc l'affrontement se fait dans un match de foot. Donc pendant tout le film, on voit les hommes de Cro-Magnon s'entraîner à faire du foot. Et c'est chiant à mourir. C'est triste, hein, parce que souvent les films, les prods Hardman sont quand même pas dégueulasses. Oui. J'ai même le souvenir que Story City est pas si horrible que ce qu'on prétend. Et les pirates aussi, c'était très drôle. Pirates, c'était drôle. Et voilà, c'est Gromit, c'est cultissime quand même. Et là, en fait, le film commence avec la création enfin, tu vois l'extinction des dinosaures, donc l'astéroïde qui tombe sur Terre. Donc ça tue les dinosaures, mais ça tue pas les hommes de Cro-Magnon parce qu'ils étaient en vie à ce moment-là. Enfin, faut pas chercher à comprendre. Déjà, ça commence par... l'action se passe à 5 minutes de Manchester, tu dis « Ah, ok, d'accord ». Donc tu vois l'astéroïde qui s'écrase sur Terre, et tu vois que le morceau qui reste, c'est juste un morceau en forme de ballon de foot. Et c'est comme ça que les hommes de Cro-Magnon commencent à se les passer, à faire du foot avec, et tu dis « Ah ouais, donc c'est ça le sujet du film ». Et à ce moment-là, je suis complètement déconnecté, que j'ai soufflé pendant tout le film. Est-ce que l'avis qu'on peut se faire sur le film peut dépendre de notre intérêt pour le foot? Je pense, hein. Parce que j'ai discuté avec des gens après le film, des gens qui l'ont vu aussi, des gens qui sont pas intéressés par le foot, ça les a fait chier, quoi. Enfin. Ouais, je trouve ça vraiment. En fait, j'ai un peu peut-être fait la connerie de ne pas regarder la bande-annonce et tout, tu vois. Parce que ce qui fait que moi non plus, je savais pas que ça parlait de foot. Mais même dans les bandes-annonces, ça parlait pas de foot. C'est vrai? Ah, tu voyais juste
Alors peut-être dans la toute dernière bande-annonce que j'avais pas regardé, mais dans les premières bandes-annonces, on voyait juste des mecs en armure. Tu pensais que c'était des gladiateurs dans une arène, mais Bah moi je pensais que c'était ça. Je pensais vraiment que ça allait être un affrontement de gladiateurs. Et non, c'est juste un match de foot. C'est tout ça. Et tout le film, c'est le groupe qui s'entraîne à faire du foot. Le mec qui tombe amoureux d'une femme du corps adverse, donc une homo sapiens qui veut devenir une championne de foot. Donc elle les aide à s'entraîner. Et donc elle rejoint leur équipe. Et ouais, c'est tout. Mais il y a rien de... il y a beaucoup de blagues de paix aussi. Ah merde. Et ouais. C'est surprenant de la part de studio, quoi. Ouais, bon. Et est-ce que c'est un minimum créatif en termes de mise en scène? Non. Ok, très bien. Qu'est-ce qui se passe? Ils avaient besoin d'argent, ils se sont dit on va faire un film un peu beauf. Enfin, après vous avez le droit d'aimer le foot. Non mais bien sûr, mais c'est juste... je m'attendais pas à nous parler après, quoi. Je sais pas, tu vois, Chicken Run, c'est quand même un remake de La Grande Évasion. De La Grande Évasion. Wallace et Gromit, c'est un faux film d'horreur des années 30. Lequel, le Lapin-Garou? Le Lapin-Garou, ouais. Ouais, c'est un mélange... Le Lapin-Garou, c'est un mélange entre film de la Hammer et King Kong à la fin. À la fin, c'est carrément King Kong, même, donc... Les pirates, bon bah c'est un film de pirates avec un scientifique, enfin avec... C'est un film de pirates avec quand même une touche un peu plus absurde sur la fin de... T'as les bateaux volants, t'as tout ça, quoi. Oui, voilà, donc il y avait quand même des touches créatives dans chacun de leurs films. Ouais. Et là, c'est juste un match de foot entre deux équipes et le destin se repose sur la victoire de leur équipe. Ça fait très comédie américaine des années 80. Fin ouais. C'est limite s'il n'y a pas le slow clap à la fin du film, quoi. Ouais. J'allais dire fin 90-2000. Tout ce qui est dodgeball et les trucs comme ça, où c'était... ils sauvaient leur salle de muscu en participant à une compétition de dodgeball, quoi. En gros, c'était un prétexte juste pour faire une série de gags, quoi, le film. Ouais, dommage. Vraiment, j'étais surpris de ton avis quand tu m'en as parlé en off. Tant pis, hein. Triste. On espérera que le prochain Hardman sera meilleur. On espérait qu'il y en ait un prochain aussi. Pourquoi le film ne fonctionne pas forcément? Oh, je sais pas, mais... J'ai pas du tout regardé. Il y a pas de mignon dedans, donc ça va pas marcher. Ah, ça me fait penser, tiens, j'ai eu la bande-annonce de Gnoméo et Juliette 2, Sherlock Gnomes, au cinéma. Tu sais, j'ai été surpris, parce qu'il faut quand même attendre 7 secondes avant le premier gag de paix. Et 10 secondes avant le premier twerk. Et à la fin, Juliette, elle dab. Yes. Le pire, c'est que je l'ai vu la bande-annonce avant Croman en plus, et... C'est horrible. Et c'est marqué avec des chansons originales de Elton John, tu vois. Ouais, en fait, non, ça a l'air un cauchemar. Ouais. Pourtant, je trouvais le premier correct, tu vois. Genre, du 5 sur 10, 6 sur 10, tu vois. Alors celui-là, ça a l'air un cauchemar. Surtout que j'adore Sherlock Holmes. Et moi, c'est un intouchable. C'est en mode, si tu fais de la merde avec Sherlock Holmes, je suis pas content, quoi. et rien que leur représentation sans créativité de Sherlock Holmes, je me suis dit, allez, c'est bon, c'est de la merde. Bon alors, Croman, avec un budget de 50 millions de dollars. Ouais. À un mois de sa sortie, donc ça fait un mois que le film est sorti. Ouais. Il en est même pas à 23 millions de box-office. Très bien. Voilà. Ça pue pas la merde. On va rester sur cette continuité de gags de paix, de beaufitude avec les matchs de foot, tout ça, puisque moi je vais vous parler de Phantom Thread, le nouveau Paul Thomas Anderson, qui n'a bien évidemment aucun rapport avec ce que je viens de citer. Mais par contre, il y a beaucoup de blagues de paix. Ah, bien évidemment, ça ne fait que... Oh là là, c'est que de la déconnade. Donc c'est le nouveau Paul Thomas Anderson qui met notamment en scène dans potentiellement son dernier rôle avant sa retraite, mais en même temps ça fait 25 fois aussi qu'il prend sa retraite, lui. Donc son dernier rôle avant le prochain. Qui met en scène Daniel Day-Lewis. Mm-hmm. Dans le rôle d'un grand couturier du nom de Reynolds Woodcock. T'as dit coq. Putain.
qui s'éprend d'une jeune serveuse qui s'appelle Alma, j'ai pas noté le nom de famille, et bon. et c'est un petit peu à peu près tout en fait. C'est cette histoire de haut et de bas dans cette relation entre lui et sa muse. Tu vas suivre l'histoire de ce couple-là pendant quelques temps. Je sais pas sur combien de temps s'étend le film. De tête, je dirais bien peut-être 1 ou 2 années, mais j'en suis même pas certain. Ça raconte vraiment pas grand-chose. Y a quand même 2-3... Alors, j'avais envie de dire le mot surprise, mais non. Enfin, c'est des péripéties un petit peu originales, mais c'est pas non plus des surprises, on va dire. Sur la fin du film, il y a 2-3 éléments qui te réveillent un petit peu. Ce film m'amène à réfléchir sur la carrière de Paul Thomas Anderson. Ouais. Et j'ai l'impression que chaque film de Paul Thomas Anderson est tellement différent, même en termes de rythme, de narration et de style visuel, que je crois qu'on ne peut pas aimer tout Paul Thomas Anderson. J'en discute, j'allais dire souvent, non, j'en ai déjà discuté avec des gens, et j'ai remarqué que chacun a son Paul Thomas Anderson préféré, et à chaque fois il est différent presque. Parce que ces films sont vraiment différents. Par exemple, j'ai beaucoup de mal avec There Will Be Blood parce que c'est son plus pas froid. Enfin, j'ai envie de dire froid en termes de narration, c'est-à-dire que on est vraiment dans essentiellement du visuel, de la mise en scène et dans quelque chose de très construit, très carré. Je le rapprocherais presque à du Kubrick, tu vois, le There Will Be Blood. Et là, au moins, mon préféré est Magnolia, où on est dans quelque chose de plus centré sur l'émotion, qui est là pour te faire un peu pleurer, te faire un peu mal par moment, et qui est d'une fluidité exemplaire à mes yeux. Je trouve que la narration est parfaite, la musique sert le film dans sa fluidité. Et pour quelqu'un d'extérieur, je pense que ces 2 films ne peuvent pas être réalisés par la même personne. Et il en va de même avec Inherent Vice, puisqu'Inherent Vice, c'est un film complètement déconstruit, où on est avec ce personnage de mémoire, je crois qu'il est alcoolique, défoncé un peu tout, et qui est aussi, on est aussi perdu que lui, parce que nous non plus, on voit pas toutes les scènes du film, quoi. Et ben là, on est encore une nouvelle fois dans un nouveau style de film, qui est cette relation entre ces 2 personnages sans réel fil conducteur. Il y en a un, c'est juste cette relation, mais il n'y a pas... par exemple, on sait qu'il est couturier, et moi je m'attendais à ce qu'il y ait cette idée, puisque c'est un peu introduit au début du film, qu'il a des clientes importantes pour qui il fait des robes, et je croyais qu'on allait voir genre une cliente plus importante que les autres, et dont la construction de la robe allait nous suivre tout le long du film, par exemple. Et que le film se conclut à la fois avec, je sais pas, ce qui aurait pu se passer dans la relation entre les deux, et en même temps la conclusion, la fin de cette construction de robe, par exemple. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est juste que de temps en temps, on voit des clientes qui peuvent créer de la jalousie auprès de Alma, puisque on sait que, enfin, c'est montré que souvent elle est un peu jalouse des clientes de ce Reynolds. Mais c'est à peu près tout. C'est vraiment juste centré sur cette relation, et c'est super bien joué, c'est super visuellement, parce que je pense que Paul Thomas Anderson, c'est aussi un casse-couille sur les visuels, quoi. Et d'ailleurs, il y a une séquence qui se passe dans une fête de Nouvel An, ça se passe dans les années 50, le film. Et je trouve que visuellement elle est dingue, toute cette séquence de fête de Saint-Sylvestre, mais j'ai vraiment cette frustration de je me suis pas forcément identifié avec ces personnages qui sont ni sympathiques ni antipathiques. Ils ont leurs qualités, leurs défauts, sont parfois durs l'un avec l'autre, mais en même temps ils s'aiment. J'étais dérouté par le fait que j'ai pas adoré ce Paul Thomas Anderson.
Je suis même pas certain de l'avoir aimé. Mais en même temps, voilà, ça m'a amené à me dire que je crois qu'on peut pas aimer tous les Paul Thomas Anderson parce que je suis convaincu que j'ai pas vu un mauvais film aussi, en fait. Je sais que j'ai vu un bon film, mais pas vraiment pour moi, quoi. Genre, je sais pas. Très vite, je me suis détaché du film et après, pour retourner dedans, ça a été très compliqué. Un dernier truc, c'est ici, le personnage de Alma est campé par Vicky Krieps, qui est une jeune femme que je connaissais pas avant. De ce que je semble voir, c'est que c'est un peu son premier grand rôle dans un film américain, on va dire. Parce qu'après, elle a fait d'autres rôles notamment en Allemagne et ce genre de choses. Ce genre de pays, pardon. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment son comment dire, ce rôle qui va l'amener à faire d'autres choses, tu vois. Il y a vraiment ce côté où là c'est vraiment le rôle où elle se détache le plus, enfin je pense, parce que j'ai pas vu les autres trucs dans lesquels elle jouait. Et ça m'a amené à me rendre compte à quel point j'aime les femmes chez Paul Thomas Anderson, parce qu'elles ne sont jamais c'est jamais des femmes créées par Hollywood, c'est jamais ça correspond pas au code de beauté d'Hollywood. Ouais. Jamais, en fait. Je repensais notamment, par exemple, Punch Drunk Love, où c'est une comédie romantique, très bizarre, mais c'est une comédie romantique. et la femme principale dedans, c'est Emily Watson, qui n'est pas une femme moche, mais qui n'est pas une femme standardisée hollywoodienne, tu vois. Donc, il y a vraiment ce côté... j'aime beaucoup cette idée chez Paul Thomas Anderson de femme normale. Et même là, alors qu'on est sur le mannequinat, on est sur ces genres de thèmes, j'aime beaucoup le fait que cette femme qui fascine tant le personnage de Reynolds soit plus ou moins une femme normale. Et j'ai l'impression que ça fait vraiment écho à ses choix de comédienne. et j'aime bien ça, en fait. J'aime bien le fait que c'est des femmes jolies, mais elles correspondent pas à ces standards hollywoodiens de forte poitrine, nez parfait, joue parfaite, tu vois. Il y a toute une séquence là-dessus dans le film où justement il lui fait remarquer, il fait t'as pas de poitrine, t'es machin, t'es tout ça. Et en même temps, ça la rend jolie, en fait. Et je sais pas, j'aime beaucoup ces choix de comédienne. Il y a une autre comédienne dans le film qui joue la sœur du personnage de Reynolds. Et de ce que j'ai regardé, je n'ai strictement rien vu d'autre avec elle. C'est une femme elle a une 60aine d'années, je pense. Et je me dis, putain, elle est excellente. Et vraiment, c'est fort intéressant les choix de casting chez Paul Thomas Anderson, parce que même quand c'est des gens pas connus, ils sont excellents. et c'est là ma frustration, parce que je sais voir les qualités du film, mais je tellement pas rentré dedans que ça m'est passé à côté, et ça me rend un peu chafouin. On va passer au troisième film qu'on a vu pour le coup tous les deux, qui est un petit peu le gros dossier du jour. Qui est un petit peu le gros dossier de ce début d'année, j'ai envie de dire, puisque tout le monde en parle. Tout le monde en parle, mais vraiment, ça n'arrête pas. Il y a des articles tous les jours au sujet de ce film. Mon feed Twitter ne fait que parler de ça depuis un peu plus d'une semaine, je dirais. C'est Black Panther. Black Panther réalisé par Ryan Coogler, à qui on doit notamment Creed et Fruitvale Station, et je crois qu'on a cité toute sa filmographie. Voilà, et le mec a 31 ans. Ouais. Donc c'est le troisième film de ce jeune réalisateur. Donc Black Panther, qu'est-ce que ça raconte ? Black Panther, c'est un énième Marvel. C'est le 150e film Marvel. Qui met en scène ce super-héros avec qui j'étais pas du tout familier. Je dois le reconnaître, puisque je ne suis pas forcément très sensible aux super-héros. Qui est le roi du Wakanda, un pays d'Afrique qui, des milliers d'années auparavant, a été percuté par une météorite de l'espace.
constitué de vibranium, ce qui leur a apporté au fur et à mesure des années une technologie incroyable et supérieure à celle de notre monde actuel. Voilà. C'est à peu près ça. Et donc le roi, bah forcément, comme il a plein de technologies, il peut se la jouer super-héros. Voilà. C'est à peu près ça, non? À peu près, ouais. Ouais. Bon, c'est le résumé un peu très aléatoire de Black Panther. J'ai pas parlé du point de départ du film. Il y a cette idée que son père est mort et il se retrouve à... Oui, ça se passe juste après Captain America Civil War, où son père, donc le roi T'Chaka, est assassiné par comment il s'appelait déjà? Zemo, Daniel Brühl. Ouais. Et donc ça se passe juste après, il revient à Wakanda et il va être intronisé. Ouais. Et il découvre des secrets. Secrètement gardés et qui vont changer sa vision du pouvoir. Parce que dans tous les films Marvel, le super-héros se rend compte que son père a fait des conneries dans le passé. Du coup, ça lui revient mordre dans le cul. Mais chut, tu spoil. Je spoil quoi? Un cliché de tous les films Marvel? C'est plus un spoil maintenant. Attends, tu vas quand même pas me dire qu'à la fin, le méchant, il va utiliser la même technologie que le gentil pour le battre? Attends, tu vas quand même pas me dire ça. Ce serait du spoiler, Joël. Je connais pas du tout l'avis de Joël sur ce film, donc je pense que je vais te laisser commencer. Merci, c'est très gentil. Bah, j'ai bien aimé, j'étais vraiment dedans, mais par contre j'ai une grosse frustration avec ce film. Ouais. C'est que j'étais vraiment dedans avec l'univers afrofuturiste, tout ça, le casting était vraiment top. Sauf que à partir d'un moment, il y a un certain point où tout retombe dans tous les travers Marvel qu'on connaît déjà depuis le début. Ouais, carrément. C'est-à-dire que je sais pas si on va faire une partie spoiler ou pas. Il y a pas forcément il y a pas grand-chose à spoiler parce que c'est des trucs qui se passent. Enfin, le film en lui-même est tellement contenu que ça a pas vraiment d'incidence sur le reste de l'univers Marvel. Enfin, pas pour le moment. Puis après, c'est des trucs qu'on peut deviner par soi-même. Ça reste un film Marvel. Le héros, il gagne à la fin, quoi. Ouais. Donc, il y aura sûrement des spoilers dans nos critiques, au final. Donc, faites gaffe. Ouais. Mais en même temps, c'est des spoilers de films Marvel, donc c'est pas non plus lourd, quoi. Voilà, donc le personnage de Michael B. Jordan qui joue le méchant, donc Eric Killmonger, qui est cool, hein. Enfin, il joue très bien, il a des motivations intéressantes. Limite, tu peux penser que, au final, il a raison de ce qu'il veut faire. C'est juste la façon dont il fait ça est pas terrible. C'est ce que montre la fin aussi, en fait. C'est qu'au final, le héros se dit qu'il avait peut-être un peu raison. Oui, voilà. Mais que c'était pas les bonnes méthodes. Ça c'était intéressant, toute cette partie-là. Sauf que, à partir du moment où vers la fin, où il y a le face-à-face final entre, le méchant et le gentil, tu te rends compte que le méchant, en fait, visuellement, je parle vraiment visuellement, hein, c'est vraiment le reflet du héros. C'est juste, il a le costume de Black Panther et c'est tout. Ouais. Non, il est doré, et l'autre, il fait des reflets violets. Ouais, il est doré, ouais. C'est pas les mêmes. Donc c'est un reflet du gentil. Il y a une grosse bataille finale où tout le monde se fout sur la gueule. Il y a le face à face entre Black Panther et Killmonger qui est juste c'est un gros ramassis de CGI complètement dégueu et c'est ça qui est frustrant parce que ça partait une bonne intention de départ. Il y avait une bonne intention de départ avec des bons thèmes, tout ça, et c'est juste au bout d'une heure, ça part. Au bout d'une heure et demie, c'est ce qu'on a déjà vu avant et c'est frustrant. Ouais, moi je me suis fait la réflexion que si ce cours de Michael B. Jordan n'avait pas été faire Fantastic Four, ça aurait été le Black Panther de Marvel plutôt que d'en être le méchant. Parce que je le trouve beaucoup plus charismatique que... Merde, j'ai oublié son nom. Chadwick Boseman. Ouais, je le trouve beaucoup plus charismatique en fait. Et j'étais plus content de le voir à l'écran que quand on voyait Black Panther. J'ai vraiment eu ce souci tout le long du film en mode ouais, on peut pas revoir Michael B. Jordan. Moi, j'ai trouvé bien Chadwick Boseman. Il était posé et... Mais son perso est trop gentil et paraît sans faille et paraît trop... J'ai vraiment vu un mec qui était là. Qui faisait mais si, il a des failles, il est quand même tourmenté entre vouloir continuer la tradition de toute sa famille, de ses ancêtres et vouloir avancer son pays, ouvrir les frontières de son pays, quoi. Ouais, mais je pas trouvé le personnage si intéressant que ça au final. À noter que
j'ai pas détesté, mais j'ai pas forcément aimé non plus, quoi. Mais j'ai pas détesté, tu vois. C'est pas Thor 3, quoi. Moi, Thor 3, tout le monde sait que j'ai détesté. Parce que je suis la seule personne au monde à avoir détesté Thor 3. Félicitations. Là où celui-là, bon, je vais pas détester. Comme tu le dis, il y a vraiment 2 temps dans le film, quoi. Il y a une partie où on teste des choses et l'autre partie où on est dans un film Marvel, faut qu'il arrive ça. J'ai cru que le film allait avoir les couilles de faire un truc que j'aurais absolument adoré, voire applaudi, tu vois. Genre, non, je déteste applaudir. Les gens qui applaudissent au cinéma. Mais à un moment, j'ai cru que Lupita Nyong'o allait devenir Black Panther. Et j'étais en mode, oh yes, ils sont en train de faire ça va être trop... Je trouvais ça trop bien, en fait, de se dire que Marvel allait faire un truc couillu et prendre un personnage normalement masculin, que ça allait devenir personnage féminin, et que dans les autres, oui, il y a Black Panther, mais ça allait plus être Chadwick Boseman. Par contre, en Black Panther féminin, dans les comics, la petite sœur de T'Challa devient Black Panther. En même temps, c'est le meilleur perso du film, non? Oui. c'est clair et net, son perso... C'est Q dans James Bond. C'est... Alors... Tiens, alors, tu parles du fait que son perso soit Q dans James Bond, et moi, ça va me faire venir la raison pour laquelle j'ai pas détesté et pas aimé le film, en fait. Ouais. Je trouve que le film, c'est un gloubi-boulga incroyable. c'est un foutoir. Enfin, le film a voulu être trop généreux et faire trop de choses. Et on est vraiment dans ce mélange entre Hamlet, James Bond, film Marvel... guerre de clans à la fin, tu vois. C'est trop de choses. Je trouve que ça s'entend même dans la musique, qui par moments se veut symphonique, par moments tribal, par moments plus urbaine, par moments... Enfin, j'ai pas vu un film, en fait. J'ai vu plein de séquences mélangées, tout ça. Parce que clairement, il y a une séquence James Bondesque, où ils sont avec leurs oreillettes, ils ont les gadgets, sympa, ils sont dans un casino et tout. J'ai vu un film beaucoup trop... Je salue la générosité, mais je trouve que c'était trop foutoir à mon goût. Je savais plus ce que j'essayais de regarder, en fait. Et je trouve ça vraiment dommage. Mais oui, sa sœur, c'est clairement Q. Et le personnage est bon dans le sens où je trouve que son humour est bien géré, et en même temps, elle fait des trucs, et en même temps, elle agit. On lui pardonne même l'utilisation d'un mème pourri. Ah bon? Comment ça? Ouais. Quand... elle regarde les pantoufles de son fou de T'Challa qui lui dit, What are those? What are those? Ah, c'est un mème, ça? Voilà, c'est un mème. Putain, mais je vieillis, je comprends pas rien. C'est un mème de Vine, pour te dire. Ok. Donc ouais, non, le perso, le perso est bien. Pour moi, c'est le meilleur perso du film parce que, malheureusement, je trouve que Lupita Nyong'o était un peu effacée dans le film. Le fait que ce soit l'ex du personnage principal, en fait, n'est jamais réellement... Enfin, il est abordé sans que ça serve réellement. Enfin, il y a ni tension, ni haine entre les deux, ni regret. Enfin, lui, tu sens qu'il regrette, mais ça sert à rien dans l'histoire. Ils s'entendent bien, ils font des scènes d'action à deux, machin, tout ça. Enfin, ils auraient pu être en couple, ça n'aurait rien changé au film, je trouve. Ouais. Il y a plein de personnages comme ça qui sont là et qui sont malheureusement pas écrits. C'est pareil pour le perso de Forest Whitaker, qui a le même rôle que dans Rogue One. Ouais, qui joue le vieux sage et qui parle comme ça. Et forcément, qui dit vieux sage dit sacrifice. C'est vraiment ce truc de... Il a voulu mettre plein de trucs, mais tout ce qu'il a voulu mettre, je l'ai déjà vu. C'est vraiment ce truc pénible de... J'apprécie cette générosité, mais en même temps... Putain, ton film, je trouve qu'il est pas confus scénaristiquement, mais il est confus en termes de genre et de style, tu vois. Et je trouve ça vraiment dommage. D'autant plus que je te dis, ouais, la sœur, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé Michael B. Jordan. J'ai bien aimé Andy Serkis. Ah, il était génial dedans. Putain, mais quel acteur, Andy Serkis. Comment il s'éclate dans ce film, c'est tellement bien. C'est fou à quel point il a pas la reconnaissance qu'il mérite, ce mec. Ça me rend absolument dingue. Parce que il est vraiment top.
Martin Freeman qui est là. Parce que c'est un film Marvel et qu'il faut un personnage qu'on a déjà vu avant. Il sert, mais en même temps, tu te dis ça aurait pu être n'importe quel autre perso. Quoi. Enfin... Ouais, mais encore là, c'est encore une raison qui vient des comics, c'est que son personnage est censé être l'agent de liaison pour le Wakanda. Oui, mais en gros, ça c'est un truc qui va commencer à me saouler avec les Marvel, c'est que qu'il y a des trucs où on me dit ouais mais c'est passé comme ça dans les comics, ben rendez-le-moi lisible et clair dans les films en fait. Arrêtez de me dire bah c'est parce que dans les comics c'est comme ça. Oui, bah il faudrait que dans le film ça semble aussi logique que ce soit comme ça. Bah là c'est comme ça qu'il devient l'agent de liaison pour l'univers, je pense. Ouais, mais là ça franchement quand il apparaît dans le casino, ça fait random quoi. Je me suis vraiment fait OK. Ils ont remis Martin Freeman. OK. Très bien. Voilà, j'ai pas détesté, j'ai pas forcément aimé. Qu'est-ce qu'il y a encore d'intéressant dans le film? J'ai beaucoup aimé le personnage de un peu la garde royale, tu vois. Ouais. J'ai beaucoup aimé cette idée que malgré le fait qu'à un moment c'est un enculé qui est au pouvoir, ouais, elle est quand même fidèle au trône. Elle est fidèle quoi. Et ça j'ai trouvé ça intéressant, ce micro conflit interne de putain c'est un enculé mais c'est mon métier de le protéger et tout. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Elle joue la femme de Daniel Kaluuya. Ouais, voilà, c'est ça. Et qui, lui, par contre, est en surjeu complet. Et c'est la première fois que je l'aime pas trop dans un film, quoi. D'habitude, je trouve que c'est un bon comédien. Et là, je me suis dit, il est en surjeu. Et ça fait partie de mes frustrations. En fait, c'est un film que j'ai trouvé très frustrant. Très frustrant d'abord parce que... voilà, comme j'ai dit, je l'ai trouvé foutraque, quoi. Gros bordel. Très frustrant parce qu'il y a des gens que j'aime bien qui jouent pas forcément bien et en même temps, il y a des personnages que j'aurais voulu qu'ils soient développés, ils sont pas développés et en même temps, il y a des idées que je trouve super bonnes. J'ai bien aimé la scène d'intro qui est toute sobrette. Enfin, il y a pas une grosse scène d'action, quoi. C'est un peu calme. Mm-hmm. Frustrant aussi parce que pour tout le monde, c'est genre le chef-d'œuvre du mois de février, quoi. Enfin, c'est le chef-d'œuvre de l'année, sachant qu'on est au mois de février. Et j'ai envie de dire, calmez-vous un peu quand même. C'est pas un chef-d'œuvre. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est quand même un film important. C'est quand même la première fois que tu te donnes autant de pouvoir à un réalisateur noir avec 200 millions de dollars et un casting majoritairement d'origine africaine. Ouais. Et je pense qu'au niveau de la représentation, ça apporte beaucoup à tout le monde. Je vois l'idée. En fait, j'aime beaucoup cette idée, mais me vient une autre frustration, et ça, je t'en avais déjà fait part, parce qu'on regarde aussi le Saturday Night Live, et je t'avais dit, c'est dommage que le SNL, il serve que de son casting afro-américain quand l'invité est afro-américain. Et là, je trouve ça dommage qu'il faille attendre un film qui se passe en Afrique pour sortir son casting afro-américain, vraiment, quoi. Enfin, je comprends l'idée, mais ils auraient pu être dans plein d'autres films, en fait. Et je trouve ça dommage, en fait, de devoir attendre ce genre de film pour les voir. Ouais, mais c'est peut-être ça qui va commencer à motiver... T'as pas juste peur que non, enfin, que ce soit comme une caution, comme un truc de... c'est un film... Enfin, voilà, on a fait notre film avec tout notre casting afro-américain, on en refera un dans 5 ans. Non, je pense que ça a bougé pas mal de choses. Hein. Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. On avait dit à l'époque de Spike Lee que ce mec-là allait remettre tout le monde en valeur et tout le monde sur un pied d'égalité. Ouais, mais tout le monde s'est rendu compte que Spike Lee est un gros connard, mais là, Black Panther est bien parti pour faire un gros carton, ça a motivé plein de gens, comme Wonder Woman a motivé aussi... on demande toujours à voir les films qui arrivent, mais... Ouais, parce que pour le moment, des échos de Wonder Woman, forcément, le film est sorti il y a pas si longtemps, on n'a encore rien vu de ce que ça va changer. Je suis peut-être très cynique là-dessus, hein, mais je crois pas que ça va changer les choses, en fait. Mais si, ça va changer. Moi, je sens cette idée de caution, et je trouve ça, je précise, hein, je trouve ça débile de la part des studios d'agir comme ça, hein, c'est pas, mais je sens malheureusement que c'est un film de caution, quoi. Non. Je sais pas. Je suis pas sûr qu'Hollywood soit prêt à changer. En fait. Je me trompe peut-être. Mais je me dis, si ça change, ça va changer 2 ans. Et en fait, après, ça va revenir comme avant. Si on commençait à avoir plus de diversité dans les films et dans les castings, je pense que Black Panther peut pas mal aider à ça. Black Panther et Wonder Woman, ce qu'était Wonder Woman l'année dernière, les deux peuvent déjà aider
apporter plus de diversité dans les films et dans ce qui se passe dans les coulisses. Ouais, en fait, pour moi, c'est bah, tu vois, pour moi, c'est un film qui va plus changer les coulisses que l'industrie du enfin, que ce que voit le spectateur, en fait. Enfin, est-ce que, sincèrement, t'es allé voir le film en disant, c'est un film qui va changer les choses parce qu'il a un casting complètement afro-américain? Non, je suis allé voir un film de super-héros. Ouais, mais je pense que c'est... Fous. Ouais, mais nous, on est quand même un public assez européen, donc on n'a pas cette image-là de diversité et tout ça. Ouais, peut-être. Parce que en tant que public européen, on est des sacrés connards. Mais... je sais pas, tu vois, déjà, toutes les réactions aux États-Unis, ils sont quand même... Ouais, les réactions américaines, elles sont ouf. Ouais, donc déjà, tu vois que ça motive plein de gens, enfin... ça plaît déjà au public afro-américain de se voir représenté comme ça dans un gros film à 200 millions de dollars. Et tu vois que l'argent suit derrière parce que le film est parti pour faire un sacré gros carton. Là, ils sont déjà en train de suivre, ils sont déjà en train de battre le record de Justice League, enfin le box-office de Justice League. Ouais. Oui. Ne rions pas trop parce que DC va nous attaquer en justice aussi. Mais non. J'aime bien certains de leurs films. Et non, mais je pense que ce film est une bonne chose pour ça. Ah non, mais en soi, ce film est une bonne chose. Je trouve ça juste ridicule d'avoir attendu qu'il y ait un film de super-héros qui se passe en Afrique pour avoir un cast afro-américain, en fait. Ils avaient pas les couilles avant. Bah ouais, c'est ce que je dis. Et donc, je sais pas s'ils auront les couilles de... Je sais pas, de mettre d'un seul coup Captain America il est black, tu vois. En mode, on s'en fout qu'il n'y ait pas de enfin, c'est possible, possible. Mais qu'ils fassent pas de justification. C'est en mode, bah ouais, on pouvait caster n'importe quel afro-américain pour jouer Captain America. Attends, mais ils ont casté Michael B. Jordan en l'homme torche, en torche humaine. T'as vu comment ça a réagi? Bah, c'est donc pour ça que pour moi, les choses vont pas changer. Parce que je pense que dès qu'on va vouloir à nouveau changer les choses... Parce que là, pour moi, en fait, ça change pas les choses dans le sens où malheureusement, enfin c'est pas malheureusement, mais en gros ça se passe en Afrique, donc pour les gens racistes, bah c'est normal qu'il y ait des Africains. Tu vois ce que je veux dire? Même pour les gens racistes, ce sera pas le... Oui, bien sûr. Mais si d'un seul coup, je sais pas, on dit, je sais pas, dans 2 ans on te fait un nouveau Spider-Man, un reboot, et Peter Parker il est black, tu vois. C'est sûr que ça va gueuler. Et c'est pour ça que je pense pas que ça va changer les choses, en fait. Mais c'est mon côté très pessimiste hein, sur le milieu hollywoodien. Mais... Putain, dans les années 60, on a essayé de faire changer les choses. J'ai l'impression que tous les 20 ans, en fait, on essaye de faire changer les choses. Et puis, avec le temps, on finit par revenir où on en était. Et je crois qu'on est dans cette nouvelle vague, dans ce nouveau truc de... on va essayer de faire changer les choses et que dans 2-3 ans, ce sera retombé, en fait. Mais non. On verra. Seul l'avenir nous le dira. Je ne souhaite que ça change, hein, attention. Hein. Je tiens à repréciser mes propos. Mais je crois que ça n'y arrivera pas, en fait. Parce que le public est pas forcément très fut-fut, malheureusement. Oui, parce qu'on leur donne la même chose depuis des années et des années. Ouais, mais justement... Ah bah oui, c'est un souci d'éducation, c'est clairement un souci d'éducation culturelle. mais justement, là, on a fait... Pour cette génération-là, on n'a pas... Enfin, je suis pas sûr que cette génération ait envie que les choses changent. Malheureusement. C'est pas ce que je vois en ce moment. Justement, je vois que pas mal de gens veulent que ça change. Oui, mais pas mal de gens sur Twitter, et je trouve que Twitter, ça reste quand même un microcosme. Oui, mais on verra le box-office final de Black Panther, et s'il nous dit que si ça fait plus d'1 milliard, je pense que ça veut dire que les gens veulent que ça change. Je sais pas. C'est pas le succès d'un film pour moi qui fait que les choses changent, en fait. Enfin, j'ai... À moins qu'ils se disent, qu'est-ce qui a marché dans ce film? Les rhinocéros en CGI. Magnifique en plus, avec des armures. Je suis vraiment dubitatif sur cette idée de changement. Mais pas dans le sens où j'ai pas envie que ça change, juste dans le sens où je pense que ça changera pas, malheureusement. C'est tout. C'est pas avec cette mentalité qu'on avancera. Hein. Mais non, parce que moi j'ai envie que ça change, les choses. Mais... Je pense que tous les deux, on n'est pas représentatifs de la masse, en fait. Et je pense que la masse, elle s'en fout. Et que pour eux, je pense que c'est des gens qui vont pas s'en rendre compte et qui vont s'en foutre, en fait. Et c'est pour ça que je suis pas sûr qu'il y ait un changement qui va s'opérer facilement. On verra.
toute façon, là, on ne peut comment voilà. Ouais. Et c'est quand même mieux pour le public afro-américain, un film comme Black Panther non, mais que... complètement. Non, mais genre, complètement. Je ne veux pas, je ne veux pas dévaluer ce que vient de faire Black Panther juste, ou ce que va faire A Wrinkle in Time. Hein. Ça va être aussi un autre exemple. Le film, il a coûté aussi un demi-bras, tout ça. Oui, non, mais c'est juste... je sais plus où j'ai entendu ça récemment, c'est... ouais, mais vous avez pas besoin de Black Panther, vous avez déjà Blade. C'est... Film de merde qui était Blade. Ça vous va, maintenant, foutez-nous la paix, quoi. C'était pas mal, Blade. Moi, j'aimais bien. C'était les années 90. Quoi. Ouais, donc techno à fond et... et tuer des vampires sur de la techno, c'était magnifique. Non, mais je comprends à 1000%. Juste, est-ce que ça va réellement changer les choses? On verra. Ouais, on verra. On verra. Et peut-être dans 5 ans, mettra mon nez dans mon caca et je ferai, tant mieux, en fait. J'aimerais bien qu'on mette justement mon nez dans le caca. En mode, tu vois, t'avais tort et les choses ont changé. Je fais, super. Voilà. Continuons de vivre. C'est tout. Mais, voilà. Je sais pas. T'as encore d'autres choses à rajouter sur Black Panther? Non, moi j'ai bien aimé la musique, contrairement à toi. Hein. Non, j'ai pas adhéré. Alors, elle est elle fait original, tu vois, pour un film de super-héros. Mais j'ai rien retenu comme thème, j'ai rien retenu comme... J'ai vachement plus retenu la musique de Phantom Thread, alors que j'ai pas aimé la musique non plus, tu vois. Je trouvais qu'elle était un peu lourdingue dans le film. Et celle-là, pareil, j'ai trouvé un peu lourdingue, mais je l'ai pas retenue. Mais j'ai un peu un souci en ce moment avec les compositions de musique de film. Y a rien qui me reste vraiment en tête et que j'aime, quoi. Et là, je reconnais cette idée de mixer différents styles musicaux et tout. C'est cool. C'est cool, mais ça fait rien de très mémorable, en fait. Enfin, je sais pas. Ouais. Voilà. Sinon, ouais, ça parle de murs et de s'enfermer derrière les murs pour pas que les immigrants rentrent. Donc c'est pas du tout un message par rapport à ce qui se passe en ce moment. Pas du tout. Pas du tout. Du tout. Ah ouais, non, je pense qu'on a fait le tour. La scène post-générique, il y a l'autre connard qui lui manque un bras, là. Ouais, qui est pas mort. Bucky qui meurt dans tous les films où il apparaît, mais à chaque fois, il est pas mort. Ouais, donc il est réanimé. Bon, on savait déjà à la fin de Civil War qu'il a été mis dans le Wakanda pour être guéri. J'avais oublié. Et là, il se réveille. Mais je déteste tellement ce perso que je... En fait, je pense qu'il joue beaucoup aussi sur mon appréciation du film, c'est que de moins en moins, j'aime bien les trucs de super-héros. Et genre, à un moment, j'avais trop envie de me mettre aux comics et de vraiment lire et tout. Et plus le temps passe, plus je suis en mode ah non, j'ai pas du tout envie en fait. Ça va me faire chier. Des histoires sans fin, sans machin, non, ça va me faire chier quoi. Juste des gens qui font la bagarre, ça m'ennuie. Je sais pas, je vieillis Joël. Je vieillis malheureusement. Je suis même plus capable d'apprécier un film de super-héros ou un Paul Thomas Anderson. C'est triste. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si c'est la vieillesse ou tu deviens de plus en plus un gros connard, mais... Je sais pas, hein. Je sais pas. Tu perds ton goût à aimer des films, quoi. Ouais. Non, j'ai bien aimé des trucs dernièrement. J'ai bien aimé le Spielberg, c'est déjà ça. Et je crois que j'avais aimé autre chose. Je pense que j'ai aimé d'autres trucs depuis le début d'année. Mais c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile. Hein. On verra la semaine prochaine avec Shape of Water. Si je suis encore fâché avec Guillermo ou pas. Ouh là. Parce que cet enculé, il nous a pas fait Hellboy 3. Mais non, ouais, je deviens... Il nous fait quoi un film à Oscar à la place? Mais putain, quel connard. Aucun respect pour ceux qui le suivent pour ceux qui le suivent depuis le début. Mais je deviens un peu vieux con. C'est triste. Ouais, c'est très triste. On parlait de Michael Fassbender, mais je vaux pas mieux, quoi. Moi aussi, je dis de la merde et je fais de la merde. C'est tout. Vivement Solo. Ouais. Aussi. Oh là 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 là. Bon, je crois qu'on n'est pas prêt de s'arrêter de râler dans cette émission. Non, ça va. Oh.
Bon, bah, je pense qu'on a à peu près tout dit pour cette semaine. Émission un peu plus courte que d'habitude. Ouais, j'aurais moins à monter. Donc, on se dit à la semaine prochaine pour bah, bien évidemment, comme j'ai dit, Shape of Water. Mais aussi potentiellement, peut-être, Aitonia. Parce que moi, j'ai vraiment envie de le voir. Voilà. C'est vrai qu'il est cool au niveau du montage. Ouais, bah moi, la bande-annonce, c'est ce que semblait dire la bande-annonce. Donc, ça me donnait plutôt envie. Cool, Enfin voilà, cool. on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Mangez des chips et buvez de l'eau. C'est mes conseils bien-être et santé. À bientôt. Voilà. Et aussi à la personne qui gueulait sale pute pendant tout le film de The Room. Vraiment. Vraiment. Jarvis? Bienvenue chez vous, monsieur. Monsieur Stark, vous faites maintenant partie d'un plus grand univers, même si vous ne le savez pas encore. Putain, vous êtes qui, vous? Nick Fury, directeur du SHIELD. Je viens vous parler des Vengeurs et du projet Initiative. Ah. Putain, vous êtes qui, vous? Nick Fury, Ah. directeur du SHIELD. Ah. Monsieur Stark, vous faites maintenant partie d'un plus grand univers, même si vous ne le savez pas encore. Ah. Putain, vous êtes qui, vous? Je suis Iron Man.